Une médecine plus préventive et plus personnalisée, capable de déchiffrer les signaux les plus intimes de nos organismes. Des soins moins invasifs et plus efficaces contre le cancer ou les maladies cardiovasculaires, grâce à la faculté de traiter exclusivement les cellules malades. Des possibilités radicalement nouvelles, comme celle d'inciter nos tissus perdus ou endommagés à se régénérer. Les nanotechnologies promettent de prolonger et d'améliorer nos vies en révolutionnant nos pratiques médicales. On peut le voir aux nombreux outils qui apparaissent aujourd'hui et commencent à être utilisés dans les hôpitaux. Tout ça n'a rien d'une utopie. C'est la réalité. Selon certains, leur pouvoir pourrait même aller jusqu'à favoriser l'apparition d'un homme nouveau aux performances augmentées. Fantasme ou réalité? Quelles répercussions concrètes les applications médicales des nanotechnologies vont-elles avoir sur nos vies? Et à quels nouveaux questionnements vont-elles nous confronter? Il y a presque 30 ans, l'invention de nouveaux microscopes a ouvert aux chercheurs les portes d'une dimension encore inexplorée, la dimension nano, celle du milliardième de mètre, le monde invisible des atomes et des molécules. À cette échelle, la matière manifeste des propriétés surprenantes. Pouvoir les exploiter promettait une nouvelle révolution, celle des nanotechnologies. Une avancée radicale qui allait repousser les limites de pratiquement toutes nos technologies actuelles. Aujourd'hui, l'avant-garde des produits issus de ces recherches émerge des laboratoires et fait son entrée dans nos vies. Mais la révolution annoncée tient-elle ses promesses? Dans le domaine médical, les premières applications des nanotechnologies devraient toucher chacun de nous de très près. Elles vont permettre de détecter beaucoup plus facilement et beaucoup plus tôt toutes sortes de maladies. Des tests existent déjà qui permettent de repérer des prédispositions génétiques ou les signaux précurseurs de nombreuses pathologies. Mais ils reposent sur des protocoles complexes et des outils sophistiqués, accessibles uniquement dans les grands laboratoires centralisés. Trop longs, trop chers, trop lointains pour être couramment utilisés. Pour qu'ils jouent pleinement leur rôle, il faudrait les rapprocher des patients. Pour le docteur Chad Mirkin de l'Université de Northwestern, les nanotechnologies permettent dès aujourd'hui de franchir ce pas décisif. Les nanotechnologies vont révolutionner la médecine dans de nombreux domaines. En matière de diagnostic, elles permettent de créer des outils très sensibles et très précis, accessibles sur les lieux mêmes des soins. Les hôpitaux, les services d'urgence et à terme les cabinets des médecins ou même à la maison. On en parle depuis une vingtaine d'années, mais là, les nanotechnologies en font une réalité. Pourquoi cette certitude? Parce que c'est à l'échelle nanométrique qu'apparaissent les premiers signes d'une maladie. Chacune des 100 000 milliards de cellules qui constituent notre corps mesure entre 10 000 et 20 000 nanomètres de diamètre. Pour pouvoir se coordonner, nos cellules échangent en permanence une quantité de minuscules molécules messagères, des fragments d'ADN ou des protéines qui ne mesurent que quelques nanomètres. Les cascades de réactions opérées par ces messagers moléculaires constituent le langage intime de nos cellules, de la vie même, dans une certaine mesure. Lorsqu'une cellule est malade, elle émet des messagers différents. Les biologistes les appellent des biomarqueurs. Ce sont les signatures moléculaires des maladies. Et c'est sur la détection de ces éléments que reposent aujourd'hui nos systèmes de diagnostic les plus sophistiqués. Il se trouve qu'il y a un biomarqueur génétique spécifique et souvent un biomarqueur protéinique spécifique pour presque toutes les maladies. Et au cours des 20 dernières années, nous avons fait d'énormes progrès dans l'identification de ces marqueurs. Aujourd'hui, nous pouvons créer des tests qui détectent ces différents biomarqueurs et nous permettent de déterminer rapidement la nature et le degré de développement d'une maladie et bien sûr le traitement à appliquer. Cette révolution-là est déjà en marche.
Les premiers systèmes de diagnostic issus des recherches de Chad Merkin sont déjà utilisés depuis 3 ans dans une 50aine d'hôpitaux américains. Voilà une des formes sous laquelle les nanotechnologies ont fait leur entrée dans le monde médical. Un système entièrement automatisé qui, grâce à des cartouches jetables, permet aux médecins de détecter en un seul test la présence de différentes maladies, de virus ou de prédispositions génétiques dans un échantillon de sang. Le grand avantage pour les médecins, c'est de pouvoir détecter de multiples organismes ou de multiples cibles différentes dans une même réaction et d'avoir un temps de réponse beaucoup plus rapide. L'objet n'a rien de spectaculaire, mais ses résultats le sont. En 2009, on a vu l'apparition d'une nouvelle souche de virus de la grippe, H1N1 2009. Et grâce aux nanotechnologies, nous avons pu détecter le pathogène, l'identifier et déterminer précisément la nature du virus, et tout cela en 3 heures et demie. Alors que les méthodes traditionnelles, qui imposent une mise en culture du virus, suivie d'un processus de détection et d'identification, pouvaient nous prendre jusqu'à 14 jours. William Moffitt dirige la société qui commercialise ce système. Et pour lui, son atout le plus révolutionnaire, c'est sa simplicité. La grande différence apportée par les nanotechnologies, c'est la possibilité d'intégrer dans une simple cartouche jetable tous les éléments nécessaires à l'automatisation complète des tests. Donc une technologie extraordinairement précise et sensible, tout en étant très simple à utiliser et peu coûteuse. Mais comment cette petite machine peut-elle remplacer le travail de tout un laboratoire? Les systèmes de diagnostic moléculaire utilisent une propriété fondamentale des molécules messagères qu'ils recherchent. Elles se lient systématiquement à d'autres molécules complémentaires ou ligands selon une logique de clés et de serrures. En fixant ces ligands à un support, on peut donc capturer à coup sûr les biomarqueurs correspondants s'ils sont présents dans un échantillon. Mais ces objets sont si minuscules qu'il est extrêmement difficile de lire le résultat de ces tests, d'où la complexité des outils actuels. Chad Merkin a résolu ce problème à l'échelle moléculaire, en utilisant les propriétés des nanoparticules d'or. Les nanoparticules d'or sont de petits amas d'atomes d'or. Elles sont de couleur rouge lorsqu'elles mesurent moins de 100 nanomètres de diamètre. Ce rouge est si intense qu'une solution, même très diluée, apparaît très colorée. Et c'est pour cette raison qu'elles étaient en fait déjà utilisées au Moyen-Âge pour la teinture rouge des vitraux. En associant ces particules au rayonnement si intense à des ligands, il est parvenu à créer des sondes ultra précises de dimensions nanométriques et pourtant facilement détectables. On peut les voir comme de petites balises nanométriques qui s'attachent aux molécules recherchées et révèlent que le biomarqueur d'une maladie est présent en envoyant un signal puissant. Elles peuvent distinguer le biomarqueur d'une maladie en présence de millions d'autres signaux, avec une précision incroyable, de l'ordre de 100% dans la plupart des tests. La précision de ces nouveaux outils pourrait permettre une profonde évolution des pratiques médicales. Cela va changer la médecine en permettant aux médecins de détecter bien plus de choses, ce qui va nous permettre de produire des diagnostics adaptés à chaque patient, alors que ceux d'aujourd'hui sont standardisés pour le plus grand nombre. Aujourd'hui, cette machine ne propose qu'une dizaine de tests différents. Mais leur nombre augmente très vite, car pour détecter d'autres maladies, il suffit désormais d'intégrer de nouveaux ligands à la plateforme. Au fur et à mesure que leur palette va s'agrandir et que de nouveaux tests seront rajoutés au même système de base, la quantité d'informations que ce type d'outil pourra collecter est juste inimaginable. Cette capacité de détecter des quantités très faibles de biomarqueurs va complètement transformer la médecine. Parce que concrètement, elle enlève les œillères des médecins, elle démultiplie les capacités du radar. De nombreux systèmes de ce type vont sans doute rapidement faire leur apparition dans nos hôpitaux. Mais les avancées des nanotechnologies pourraient aussi, à court terme, nous confronter à des outils de dépistage encore plus simples et plus surprenants.
En Italie, le docteur Silvano Dragonieri envisage de détecter les premiers signes d'un cancer à l'aide d'un nez électronique portable, un outil conçu pour effectuer des contrôles sanitaires dans l'industrie alimentaire ou pour des applications militaires comme la détection de traces d'explosifs. On a juste choisi celui-là parce qu'il était facilement accessible et pas trop cher, pour vérifier s'il pouvait être utilisé dans un contexte médical. Cet outil, commercialisé depuis quelques années, est équipé de 32 senseurs à base de nanotubes de carbone. Lorsque des molécules recherchées se lient à un nanotube, elles modifient sa conductivité et leur présence est détectée. Ce nez fonctionne comme l'odorat d'un chien. Il n'analyse pas la nature de chacune des molécules captées, mais identifie une empreinte globale de l'échantillon et peut la comparer à une référence. Silvano Dragonieri pense qu'il pourrait être utilisé pour détecter les premières traces de différentes maladies dans le souffle des patients. On a découvert, au cours des dernières années, que le souffle humain contient un mélange de plus de 3000 composés organiques volatiles. Or, l'apparition d'une maladie provoque très tôt des changements dans le métabolisme du patient qui modifient l'équilibre de ce mélange. Par exemple, les patients qui souffrent d'un cancer du poumon présentent un ensemble de composés organiques volatiles différents de celui de personnes en bonne santé. L'étude en cours vise à établir si ce nez peut être entraîné à distinguer dans le souffle l'empreinte d'un malade de celle d'un contrôle sain. Aujourd'hui, le seul outil qui permet la détection précoce d'un cancer du poumon est le scanner. Obtenir une réponse fiable et rapide en soufflant simplement dans une poche plastique représenterait un progrès indiscutable. Or, les résultats préliminaires de Dragonieri sont très encourageants. On a déjà établi que ce nez pouvait distinguer les sujets asthmatiques de ceux qui ne le sont pas, et il distingue les patients atteints de cancer du poumon de patients sains et de patients atteints de bronchite chronique. L'étude ne fait que commencer, mais les recherches menées dans différents laboratoires dans le monde suggèrent que ce type de dépistage pourrait devenir une réalité au cours de la prochaine décennie. Ces avancées très concrètes des nanotechnologies vont sans doute permettre le développement d'une médecine plus préventive et personnalisée. Mais elles pourraient aussi, à plus long terme, nous confronter à un certain nombre de situations inédites. Je suis venu ici pour la première fois en 2040. Je venais juste de rencontrer cette fille, Lisa, et elle rêvait de découvrir la cité du futur dont parlaient les médias. J'avais du temps et elle était jolie, alors pourquoi pas? Mais futur ou pas, certaines choses semblaient ne jamais devoir changer. Monsieur, service des douanes, immigration et santé. Enfin si, ici il s'appelait douane, immigration et santé publique. Juste une simple formalité, ça n'a pas. Et ils étaient très polis. Par ici, s'il vous plaît. Trop peut-être. Monsieur, tout d'abord, permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue. Ils nous ont séparés. Mais j'ai vite senti que ce n'était pas un contrôle comme les autres. Désolé d'interrompre votre séjour. Et nous travaillons. Ils intervenaient dans le cadre d'une action de santé publique. Et ils avaient une bonne nouvelle. Je n'étais porteur d'aucun virus répertorié. Épidémiologique, ce qui signifie que vous n'êtes porteur d'aucun virus de classe. Par contre, ils avaient remarqué que ni moi ni Lisa ne portions de check patch. Un check patch. Un check patch. Un nanopatch. Un check patch. Comme vous pouvez le constater sur mon collègue, il est En absolument fait, non invasif. leur check patch était un nouveau dispositif de diagnostic en temps réel dont ils proposaient de m'équiper gratuitement pour la durée de mon séjour. De proposer à tous nos visiteurs de les équiper gratuitement de ce. Selon eux, tout le monde y gagnait. Bénéficier durant votre séjour de la Je protection bénéficierais ainsi jusqu'à mon départ d'une protection médicale à la pointe de la technologie et je ne représenterai plus un risque potentiel pour la santé de la population locale. L'idée même de cette intrusion dans ma vie privée m'était insupportable et leur ton condescendant commençait à m'agacer. En fait, je me demandais si tout cela n'était pas une vaste opération de marketing de la société Checkpatch. Est-ce que oui ou non je peux poursuivre mes vacances tranquillement ou est-ce qu'il faut que je contacte mon avocat? mettre en danger la santé d'autrui, celui qui par sa propre. J'en ai vite eu assez. Bon, c'est bon. Épargnez-moi vos serments. Ma réponse est non. Maintenant, si vous en avez terminé, j'aimerais pouvoir partir. Très bien, monsieur, si vous le désirez. Vous êtes libre. Mais avant de partir, s'il vous plaît. Leur patch n'était pas obligatoire.
Mais ils m'ont quand même fait signer une décharge avant de me laisser partir. Merci, monsieur. Et bon séjour parmi nous. C'est du grand n'importe quoi ici. Ça va, toi? Lisa m'attendait dans le hall. Ils ont essayé de te Et refiler. elle aussi avait une bonne nouvelle. Oui, mais votre cas, Elle portait désormais un check patch. c'est plutôt bien vu leur truc. Je me suis énervé. Me dis pas Je lui ai dit qu'elle était trop bête. Ah si. Non, c'est pas Je possible. n'aurais sans doute pas dû. N'importe quoi, toi. Oh, ça va. Quoi? Il y a un truc qui cloche. J'ai rouvert les yeux à l'hôpital. Bonjour, monsieur Santos. J'avais eu un malaise à l'aéroport. Mais je ne devais pas m'inquiéter. Ils avaient tout vérifié et j'allais pouvoir sortir. Votre organisme. En fait, ils savaient déjà tout de moi. Des reins qui ne sont pas- Et les nouvelles n'étaient pas si bonnes que ça. Et vous avez un taux de sucre de Surtout celles qu'ils avaient gardées pour la fin. cancer du poumon. Un cancer du poumon. J'ai senti mon sang se glacer. Quelles sont mes chances? Vos chances de quoi? Mes chances de survie. Comment cela? Mais rien de tout cela n'est bien grave. Ils prenaient tout ça un peu trop légèrement à mon goût. Ah oui, mais... Est-ce que c'était une mauvaise blague? c'est un stade- Non. Apparemment, ici, le cancer n'était tout simplement plus un problème grave. On le détectait tôt et on le soignait facilement. J'étais sidéré. Mais je vois qu'il y a peut-être un petit Mais problème. pas autant que lorsque j'ai compris que, faute d'assurance adéquate, ils envisageaient de me renvoyer mourir chez moi. Alors, on va pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Vous êtes en train de me dire que vous allez me renvoyer dans mon pays mourir lentement d'un cancer que vous pourriez facilement traiter ici? Écoutez, oui, non. Enfin, écoutez, c'est pas moi qui fais les lois. Voilà. J'ai Et mentionné ce n'était pas votre fini. cancer. Ce type avait tranquillement annoncé mon cancer à Lisa. Et elle avait paniqué. Car grâce à son nouveau patch, il venait aussi de lui apprendre qu'elle était enceinte. Quoi? De 4 jours. Pas non plus qu'elle était enceinte de 4 jours. Je n'ai jamais revu Lisa. Un monde où le cancer ne serait plus un problème grave. Ce n'est malheureusement encore qu'un rêve pour le professeur Kantoff, cancérologue au Dana-Farber Cancer Institute de Boston. Aujourd'hui, le cancer demeure une des principales causes de décès aux États-Unis et dans le monde. Les patients vivent plus longtemps, mais il est toujours très difficile de guérir ceux chez qui la maladie est déclarée. Philippe Kantoff a participé à la mise au point des tout premiers essais sur des patients humains d'un produit issu des nanotechnologies qui pourrait contribuer à changer cette situation en corrigeant le principal défaut des thérapies actuelles. L'approche classique du traitement du cancer repose sur les chimiothérapies, qui sont des molécules chimiques assez peu spécialisées, dans la mesure où elles tuent les cellules cancéreuses, mais aussi des cellules saines. Et c'est la raison de leur grande toxicité, c'est-à-dire de leur effet secondaire. Le nouveau traitement repose sur un procédé mis au point par Omid Farrokhzad de Harvard, en collaboration avec l'équipe du professeur Langer du MIT. Des nanoparticules capables de cibler uniquement les cellules cancéreuses pour leur délivrer les molécules toxiques des chimiothérapies sans affecter les autres cellules de l'organisme. Dans le cas d'une molécule de chimiothérapie, comme le docétaxel, administrée sous sa forme conventionnelle, à peine 2% du produit atteignent réellement la tumeur. Et une proportion énorme de produits se retrouve dans d'autres tissus et y provoque des effets secondaires. Avec la livraison ciblée, on contrôle très précisément la destination finale des molécules utilisées. Les tests sur des modèles animaux ont démontré l'efficacité de cette approche. Ce que nous avons constaté sur toute une gamme de modèles animaux pour le traitement du cancer, c'est que nous sommes chaque fois capables d'améliorer l'efficacité d'une molécule par rapport à sa forme classique, et presque systématiquement capables de réduire ses effets secondaires. Ces tests ont aussi montré que ce procédé permettait d'administrer aux cellules cancéreuses des doses bien plus fortes et donc beaucoup plus efficaces, sans risque supplémentaire pour les patients. Avec les nanoparticules, on peut multiplier par 20 la quantité de molécules actives sur le site de la tumeur. Avec une chimiothérapie classique, la dose qu'il faudrait administrer aux patients pour atteindre de telles concentrations serait en fait mortelle. Grâce aux nanoparticules ciblées, on obtient essentiellement une éradication complète de la tumeur.
Ces particules ne mesurent que quelques dizaines de nanomètres de diamètre, ce qui leur permet de circuler librement dans l'organisme. Mais elles sont le résultat d'une construction sophistiquée qui leur confère des propriétés inédites. La première étape de cette construction est maîtrisée depuis une trentaine d'années. Elle consiste à emprisonner des molécules de produits actifs, ici de chimiothérapie, dans une nanoparticule plastique par une réaction chimique simple mais très précise. En modifiant les paramètres de cette réaction, on peut contrôler très précisément la taille de ces particules, leur porosité et la quantité de produits actifs qu'elles contiennent. Il faut ensuite que cette particule puisse circuler assez longtemps dans le corps pour atteindre son objectif sans être éliminée par le système immunitaire qui, du fait de sa taille, va la considérer comme un virus. Le professeur Langer a mis au point une seconde réaction qui permet de fixer à la surface de cette particule des filaments appelés PEG. Ils retiennent des molécules d'eau autour de la particule et ce camouflage va tromper le système immunitaire et lui permettre de rester plusieurs heures en circulation dans le torrent sanguin. La contribution d'Omid Farokhzad a été de parvenir à rajouter à cet ensemble des têtes de guidage, des molécules qui se lient exclusivement à des récepteurs que seules les cellules cancéreuses développent à la surface de leur membrane. Cette particule peut désormais distinguer une cellule parmi les autres et livrer son chargement aux cellules souhaitées et dans une bien moins grande proportion aux cellules auxquelles il n'est pas destiné. Une fois leur livraison effectuée, ces nanoparticules ont été conçues pour être naturellement éliminées par l'organisme. Les matériaux avec lesquels nous fabriquons nos nanoparticules sont utilisés dans le domaine médical depuis plus de 40 ans. Dans l'organisme, ces particules se dégradent en acide lactique et glycolique, des molécules que le corps utilise pour créer de l'énergie. Voici l'installation qui a été développée pour produire les nanoparticules nécessaires à plusieurs années de tests cliniques. Elle tient dans une seule pièce. 3 personnes suffisent à assurer son fonctionnement et son rendement est impressionnant. Il y a 1 million de milliards de nanoparticules dans cette fiole. Nous produisons les milliers de fioles de ce type destinées aux essais cliniques en seulement quelques jours. Aucune mesure de sécurité particulière n'est nécessaire pour une unité de production comme celle-ci. Juste les contrôles qui permettent de garantir la stabilité et la stérilité du produit. Un avantage déterminant si ce produit fait l'épreuve de son efficacité. Mais les tests cliniques viennent juste de débuter. Et dans le meilleur des cas, 5 ou 6 ans au moins vont s'écouler avant que ce traitement puisse être proposé aux patients. Je pense qu'il est très important de ne pas survendre ce procédé et de préciser que ces avancées se font pas à pas. Les résultats sur les animaux sont très prometteurs. Il reste à voir si on obtient les mêmes avec les humains. Et c'est un grand pas de passer des animaux aux hommes. Donc l'espoir est grand, mais nous restons d'un optimisme prudent. Mais pour Omid Farokhzad, la mise au point de ces premières nanoparticules de livraison ciblée ouvre de vastes perspectives. Le procédé pourrait améliorer de nombreuses thérapies existantes, voire permettre le développement d'approches radicalement nouvelles. Le véritable potentiel des nanotechnologies va bien au-delà des seules thérapies anticancéreuses. On peut développer des traitements bien plus efficaces pour les maladies cardiovasculaires ou des vaccins bien plus performants. À quelques kilomètres de Boston, sur la base des mêmes techniques, une autre société développe en effet le concept de nanovaccins. Des nanoparticules adressées aux cellules du système immunitaire qui imitent la taille, la forme et la signature moléculaire de pathogènes naturels. On en sait beaucoup plus aujourd'hui sur le système immunitaire et nous utilisons les nanotechnologies
pour fabriquer des vaccins synthétiques qui sont beaucoup plus puissants et peuvent être utilisés contre des maladies très diverses. On a testé ces particules dans un large éventail d'applications, dont des maladies infectieuses. Par exemple, nous avons eu des résultats intéressants sur un vaccin universel contre la grippe. Et nous avons aussi eu de bons résultats préliminaires sur des vaccins thérapeutiques pour lutter contre le cancer et dans une autre application contre les maladies auto-immunes. Ces résultats ont montré sur des modèles animaux que ces particules ciblées parvenaient même à déclencher une réponse immunitaire contre une maladie non reconnue par l'organisme. Les cellules d'une tumeur, par exemple. Les nanotechnologies apportent une véritable révolution dans le monde des vaccins. Nous serions incapables d'obtenir de si fortes réponses immunitaires avec une telle sécurité et pour des maladies aussi diverses sans l'apport des nanotechnologies. Nous obtenons une réponse immunitaire bien plus précise, mais les tests sur animaux ont aussi montré que cette approche était plus sûre que les méthodes traditionnelles, parce que les agents actifs sont délivrés uniquement aux cellules concernées. Les premiers nanovaccins synthétiques sont sur le point d'entrer en phase d'essai clinique, et en cas de succès, pourraient donc être disponibles dans 5 ou 6 ans. Et là encore, ce qui frappe, c'est la modestie des installations nécessaires à la fabrication de ces nouveaux médicaments. Ce petit récipient là-bas contient environ 10 à 20 000 doses de vaccins et une unité de production industrielle suffisante pour alimenter le marché mondial pourrait tenir dans une pièce de peut-être 10 mètres par 5. Cette méthode de fabrication est très sûre car tout est petit, confiné, simple à faire et on utilise un matériel ou des technologies qui sont déjà utilisées dans l'industrie pharmaceutique depuis un moment. Les nanoparticules contre le cancer et les nanovaccins ne sont que 2 des premières applications du principe de livraison ciblée, mais elles ouvrent la voie à de très nombreuses autres possibilités. Je pense sincèrement que les nanotechnologies et le concept que nous développons vont nous permettre de nous attaquer à la plupart des maladies pour lesquelles il n'existe pas encore aujourd'hui de traitement. L'avenir nous le dira, et nous avons devant nous un travail considérable pour en faire la preuve, mais le potentiel est clairement là. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qui vient derrière est énorme, presque difficile à imaginer aujourd'hui. Ce dont je suis sûr, c'est que la médecine que nous pratiquerons dans 30, 40 ou 50 ans n'aura plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Les 20 prochaines années vont être cruciales pour le développement de ces nouvelles approches. Mais leur potentiel à long terme est vertigineux. Si elles font la preuve de leur efficacité, elles entraîneront certainement des changements discrets mais profonds dans nos vies. J'ai obtenu un visa humanitaire et ils m'ont guéri du cancer. De tout le reste aussi d'ailleurs. Avant de venir ici, je n'avais pas vraiment conscience des risques que j'encourais. À vrai dire, ça m'était un peu égal. Mais je ne pouvais plus faire comme si je ne savais pas. Alors j'ai décidé de m'installer ici. La nature est magnifiquement préservée. Et puis j'ai trouvé une autre bonne raison de rester. Rachel. Au début, je n'ai pas compris ce qui m'attirait à ce point chez elle. Elle était belle, vraiment belle. Mais il y avait plus que ça. Une profondeur différente. Un regard sur la vie que je n'avais jamais rencontré chez personne d'autre. Elle prenait le temps d'en apprécier chaque minute. Elle n'avait pas l'air de travailler ni d'avoir de contraintes. Et en même temps, elle semblait se protéger, garder une distance prudente vis-à-vis de moi. En fait, je ne savais rien d'elle. Et puis elle m'a invité chez elle. Et j'ai rencontré son mari, George. Lorsqu'elle l'avait épousé, c'était un chercheur réputé. Et ils avaient vécu heureux ensemble pendant presque 30 ans. Et puis un accident l'avait privé définitivement de l'usage de ses jambes. Après avoir lutté quelques années,
il avait décidé de s'abstraire du monde. Depuis plus de 20 ans, il vivait sous l'emprise d'une drogue ciblée, livrée directement aux récepteurs neuronaux. Aucun effet secondaire. Jour après jour, assis sur la terrasse, il regardait la mer. C'était son choix, et elle le respectait. J'étais bouleversé, mais j'avais du mal à comprendre. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Georges était trop jeune. Tu ne peux pas comprendre. C'est normal. Georges poursuivait un rêve magnifique. Guérir les hommes de la maladie et de la souffrance. Et par amour, j'ai accepté de tester avec lui le nouveau traitement de correction moléculaire qu'il venait de mettre au point. Merci. Quand nous avons eu les preuves de son efficacité, Georges a changé. Il s'est mis à prendre de plus en plus de risques, comme s'il voulait sans cesse tester les limites de ses nouvelles conditions. Jusqu'à son accident. Aujourd'hui, j'ai 89 ans. Et lui, 92. Et personne ne sait vraiment jusqu'à quel âge nous allons vivre. Nous n'avions pas d'enfants et j'ai vu mourir tous les gens que j'aimais. Toi aussi, tu disparaîtras sans doute longtemps avant moi. C'était une erreur de penser qu'en éliminant la maladie, on éliminerait la souffrance. Maintenant, le chemin est si long. Une médecine plus efficace pourrait en effet allonger la durée de nos vies. Mais comment pourrait-elle nous permettre de conserver une autonomie et une qualité de vie satisfaisantes? De nombreux tissus de nos corps cessent de se développer à l'âge adulte. Et lorsque le temps des maladies ou des accidents les ont endommagés, récupérer leur fonctionnalité est bien souvent impossible. Une approche radicalement nouvelle de ce problème est à l'étude à Chicago, à l'IBNAM, l'Institut pour les bio-nanotechnologies appliquées à la médecine. Samuel Stupp, son directeur, est un pionnier des nanotechnologies. Et pour lui, elles ouvrent des perspectives inédites à une discipline en plein essor, la médecine régénératrice. Son objectif, inciter les cellules de notre corps à reprendre leur croissance pour régénérer les tissus endommagés ou perdus. Durant le développement de nos corps, nos cellules reçoivent de nombreux signaux, transmis en fait par les nanostructures qui les entourent. Ces instructions les amènent à se spécialiser en tel ou tel tissu et à émettre les signaux qui vont leur permettre de se connecter pour former un organe ou un tissu fonctionnel. L'idée des nanotechnologies, c'est de créer des nanostructures synthétiques, conçues pour communiquer avec les cellules comme si elles faisaient partie d'un tissu naturel durant son développement. Samuel Stupp a conçu des nanoparticules qui, lorsqu'on les change de milieu, s'assemblent automatiquement pour former de longs filaments de diamètre nanométrique. Ces filaments s'enchevêtrent ensuite en écheveaux, dont la structure ressemble de très près à celle du collagène, les fibres naturelles qui dans notre corps entourent les cellules et guident leur croissance pour former les différents tissus. Ramil Shah, qui dirige un des laboratoires de l'IBNAM, étudie les réactions des cellules vivantes à différentes nanostructures artificielles de ce type. Nos tissus naturels sont constitués de fibres de collagène, et ces fibres sont des nanostructures. Une cellule peut vraiment voir une nanofibre, et si elle est entourée de nanofibres, elle peut interagir avec chacune d'entre elles. En principe, les messagers qui orientent la croissance de nos cellules sont des protéines. Elles leur indiquent de se connecter, de migrer, de se multiplier. Donc, si nous pouvons prendre ces signaux que le corps envoie naturellement aux cellules et les placer dans ces matrices artificielles, on doit pouvoir les utiliser pour commander aux cellules de faire ce que nous souhaitons.
Les particules de Samuel Stupp ont donc été aménagées pour que l'extérieur des filaments qu'elles forment soit couvert de ces protéines qui stimulent la croissance des cellules. Et les premiers tests ont démontré l'efficacité de cette approche. C'est vraiment beau de voir des cellules réagir positivement à un matériau, parce qu'alors elles se développent, elles sont très actives, pleines de vie. Et lorsqu'un chercheur voit ça, il s'enthousiasme, surtout quand il s'agit d'un nouveau matériau, parce qu'on sait alors qu'il est très prometteur. Un environnement artificiel capable d'inciter des cellules à former sur commande en laboratoire des tissus spécifiques serait déjà un accomplissement spectaculaire. Mais Samuel Stupp voit plus loin. Un procédé de médecine régénératrice doit, au bout du compte, pouvoir être administré aux patients dans le cabinet d'un docteur ou un hôpital. Il doit donc être simple. Alors, nous nous sommes dit qu'on pourrait créer ces molécules, les disperser dans une solution et juste les injecter dans le corps, à l'endroit où on souhaite qu'elles stimulent un processus de régénération. Ramil et son mari Nirav Shah, chirurgiens orthopédistes, ont conduit une expérience visant à tester ce procédé pour la régénération de cartilage endommagé chez des lapins. C'est très simple. À l'endroit où il est nécessaire de faire repousser du cartilage, on injecte le liquide qui contient ces molécules. Et sur place, elles s'assemblent en filaments, qui constituent un échafaudage. Et cet échafaudage est prêt à interagir avec les cellules. Alors que les techniques chirurgicales classiques aboutissent essentiellement à combler les défauts par un tissu cicatriciel, l'utilisation du gel de nanoparticules a permis une régénération presque parfaite des tissus. Les résultats sur les lapins sont très prometteurs, parce que nous avons montré que non seulement on stimulait la régénération de cartilage là où il faisait défaut, mais en plus, on préservait la qualité du cartilage avoisinant. Si nous parvenons à obtenir d'aussi bons résultats sur des modèles animaux plus grands, alors on pourra passer en phase de tests cliniques sur des hommes. Donc c'est vers là que nous allons et la recherche continue. Ce succès a montré l'extraordinaire potentiel de cette approche, d'autant plus que de bons résultats préliminaires ont aussi été obtenus sur la régénération de vaisseaux sanguins, d'os, de peau ou d'émail des dents. Notre ambition est de produire un système très ouvert de nanostructures chimiquement conçues pour communiquer avec les cellules et qui peuvent être adaptées à différentes applications de médecine régénératrice. Le résultat le plus impressionnant a été obtenu sur une souris dont la moelle épinière avait été sectionnée. En 3 semaines, elle bougeait de nouveau ses pattes arrière. Le gel de nanoparticules avait donc pu susciter la régénération partielle et la reconnexion de neurones, les cellules très particulières qui composent notre système nerveux et notre cerveau. Ce serait formidable de pouvoir régénérer des neurones pour les patients souffrant d'Alzheimer, ou d'avoir de nouvelles méthodes pour traiter les accidents cérébraux, ou là encore, il faudrait pouvoir produire de nouveaux neurones, ou à défaut au moins stimuler la formation de connexions entre des neurones déjà présents, mais qui ont été endommagés par un choc ou une maladie. Dans cette perspective, les particules de Samuel Stupp ont été adaptées pour s'auto-assembler cette fois sous la forme de petites vésicules. Ces cellules artificielles porteuses de messagers moléculaires ressemblent à celles qui, dans nos cerveaux, servent de support à la croissance des neurones. Et ces derniers semblent apprécier cet environnement artificiel. Leurs extensions se développent et s'étendent pour créer de nouvelles connexions. Certains objectifs seront plus difficiles à atteindre que d'autres. Je pense que le cartilage, par exemple, devrait être pour bientôt, ou les os. D'autres applications, comme le cerveau ou le cœur, pourraient prendre un peu plus longtemps. Mais dans nos corps, la plupart des processus cellulaires
sont commandés par des signaux, et les objets qui transmettent ces signaux sont, du point de vue des nanotechnologies, des nanostructures. Donc, en un sens, cela peut vouloir dire que nous pouvons manipuler le corps humain d'une manière que nous n'avions encore jamais imaginée. J'ai l'impression d'avoir la même conversation. Je suis photographe et Rachel m'avait donné une idée. Réaliser les portraits de ces tout premiers modifiés, ces précurseurs possibles d'une nouvelle humanité. Mes clients n'en peuvent plus d'attendre. Et cette démarche m'avait valu un rendez-vous avec le célèbre Salvatore, qui dirigeait une galerie d'art de la ville, réputée pour ses provocations. Marc, n'est-ce pas? Il voulait voir toute la série pour peut-être l'exposer. Rachel m'a beaucoup parlé de vous et de votre travail. J'en ai vu quelques reproductions et je brûle de découvrir le reste. Rachel, vous la connaissez aujourd'hui, elle a 92 ans. Ça, c'est Jim, ex-handicapé, aujourd'hui membre des forces spéciales. Reconstruction multiple et système sensoriel amplifié. Un animal dangereux. Bill, hypercroissance osseuse et musculaire. Il souffrait de malformation cardiaque à la naissance. C'est son père qui l'a entraîné. Il a obtenu 6 médailles aux derniers Jeux Olympiques. Son cas est en cours d'examen par le comité. Elena, la star, elle est partout. Plastique entièrement redesigné suite à un accident d'avion. Équipée d'une quantité de gadgets. C'est une marionnette très touchante. Et voilà. Il a aimé les photos, il a aimé le concept. Pour lui, le moment était idéal. Le post-humain alimentait toutes les polémiques. C'est magnifique. J'adore. L'idée est extraordinaire et ils sont tous formidables. Il voulait travailler un design spécial pour la mise en scène de l'expo. L'adapter aux exigences de sa riche clientèle. Grand. Je n'ai pas tout à fait compris ce qu'il voulait dire, mais ça ressemblait à une bonne nouvelle. Et je lui ai laissé carte blanche. Cher ami, comment allez-vous? Le jour du vernissage, je suis arrivé en retard. Il y avait déjà du monde, mais je me suis dit que je lui avais peut-être fait confiance un peu vite. Je trouvais les gens bizarres. Et surtout, je ne voyais aucune de mes photos. Salvatore m'est tombé dessus à ce moment-là. Il avait l'air enthousiaste. Moi, je comprenais de moins en moins. Venez. Et ça devait se voir. Qu'est-ce qui se passe? Où sont mes photos? Ne me dites pas que vous n'avez pas reçu la puce. Il était pourtant sûr de m'avoir envoyé la puce avec l'invitation. Il avait raison. Vous allez voir. Elle était sur l'invitation. Mais je ne savais toujours pas ce que j'étais censé en faire. Et là, il s'est franchement décomposé. C'est incroyable. Il avait cru que, comme toute son élégante clientèle, j'étais naturellement équipé d'un lecteur interne. C'était tellement pratique. Et si à la mode. Ne bougez pas. J'ai encore de vieux casques. Il a parlé d'un vieux casque pour les ouvriers et a redisparu sans m'avoir laissé le temps d'en placer une. C'était comme un cauchemar. Tout le monde me regardait comme une bête curieuse. Je suis désolé, ce n'est pas... Quand il est revenu, il avait une énorme paire de lunettes à la main. J'ai une clientèle assez haut de gamme et nous sommes tous équipés, vous savez. Allez. Les enfiler fut une expérience unique. Allez. C'est sûr, là je voyais. J'entendais aussi. C'était fascinant. Ah. Et voilà. Mais je me suis vite senti pris d'un vertige. Un mois de boulot, un mois de boulot. C'étaient eux les vrais postes. Leur nombre n'avait déjà plus grand-chose de commun avec le mien. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être ça qu'on appelait vieillir. Mesdames. En 2001 est paru un rapport américain intitulé « Technologie convergente pour l'amélioration de la performance humaine ».
il attribuait aux nanotechnologies un rôle déterminant dans l'avènement futur d'un homme aux capacités démultipliées par la connexion d'un plan à son système nerveux. Et cette idée a sans doute contribué à convaincre les décideurs américains de faire des nanotechnologies une priorité scientifique nationale. Certains travaux récents peuvent en effet laisser penser que nous sommes proches de la réalisation d'une interface entre notre système nerveux et des extensions électroniques. Smart Hand est un projet européen de main robotisée destiné aux amputés. Non seulement celui qui la porte peut en piloter directement les mouvements comme il le ferait d'un membre normal, mais la grande nouveauté, c'est que grâce à des capteurs placés dans les doigts, cette main parvient à renvoyer au cerveau une sensation de pression. Je dois utiliser des muscles qui n'ont pas servi depuis longtemps, ce qui est très difficile. Mais lorsqu'on parvient à contrôler le mouvement, c'est génial. Je ressens des choses que je n'ai pas ressenties depuis longtemps. Quand je saisis quelque chose fortement, je le sens dans le bout de mes doigts. Ce qui est étrange dans la mesure où ils ne sont plus là. C'est fantastique. Cette prothèse expérimentale offre à long terme d'extraordinaires perspectives pour les amputés. Mais ce retour de sensation signifie-t-il qu'une connexion au système nerveux a été réalisée? Pas vraiment. De petits dispositifs restituent simplement à des points précis du moignon les pressions enregistrées par les capteurs de la main robotisée. Et c'est le cerveau du patient qui interprète ces pressions comme provenant de la main absente. Une habile exploitation de la sensation de membres fantômes que décrivent les amputés et qu'a longuement étudié le professeur Lundborg. En stimulant les zones correspondant aux membres fantômes, on peut vraiment donner l'illusion d'une véritable sensation. Il n'est pas nécessaire de se connecter au cerveau ou à la moelle épinière ou aux nerfs périphériques. Peut-être qu'on pourra un jour transmettre la sensibilité artificielle d'une prothèse directement à la bonne zone du cerveau pour recréer une sensation de toucher. Il y a de nombreuses recherches dans cette direction. Mais aujourd'hui, c'est plutôt du domaine de la science-fiction. La connexion au système nerveux ne semble encore au mieux qu'une perspective à très long terme. Et les nanotechnologies ne jouent aujourd'hui qu'un rôle hypothétique dans les développements à venir de ces projets. En fait, l'humain augmenté ne semble pas faire partie des objectifs de la plupart des chercheurs. Des améliorations? Ce n'est pas vraiment le but de mon travail. Nous cherchons juste à améliorer la qualité de vie des patients. L'objectif est plutôt de récupérer ce qu'on a perdu, des tissus en parfait état. En fait, je ne vois pas bien ce qui pourrait être mieux que des tissus parfaits. Plus ils l'explorent, plus le fonctionnement du vivant à l'échelle nanométrique fascine les chercheurs de tous horizons. En rendant possible l'étude et la construction d'objets de cette dimension, les nanotechnologies ouvrent un nouveau chapitre dans l'histoire de la maîtrise de notre organisme. Au fur et à mesure des avancées de la science, nous en avons appris plus sur tous les processus qui nous maintiennent en vie, et nous les comprenons avec un tel degré de précision qu'il devient possible aujourd'hui pour des chimistes, des physiciens et des ingénieurs d'intervenir sur ces processus à l'aide de structures synthétiques. Les nanotechnologies trouvent sans doute dans le domaine médical leurs applications les plus immédiates et les plus indiscutables. Ces recherches n'existent que depuis une quinzaine d'années, mais elles produisent déjà des outils susceptibles de faire évoluer de manière significative notre pratique de la médecine. On parle de la livraison ciblée comme d'une arme magique depuis près d'un siècle. Mais grâce aux nanotechnologies, c'est aujourd'hui en train de devenir une réalité très concrète. Dans les 5 ou 10 ans qui viennent, nous allons voir des systèmes bien plus performants dans le domaine des médicaments, de l'imagerie médicale et du diagnostic. En ce qui concerne les développements à plus long terme, je serais moi-même assez curieux de voir où nous en serons dans 40 ou 50 ans. Difficile en effet d'imaginer à quel rythme ces nouvelles approches vont se développer, car la surprenante simplicité de leurs procédés de fabrication
pourrait entraîner un essor très rapide. Je pense que ce qui m'a le plus frappé dans l'utilisation des nanotechnologies pour nos produits, c'est qu'on peut faire tenir le stock de nanoparticules nécessaires pour 2 ans de production dans une tasse à café. Donc les installations sont beaucoup plus petites. C'est comme si les processus de fabrication étaient miniaturisés à l'échelle de la technologie sous-jacente. Ces technologies ne reposent pas sur des composants onéreux. En fait, c'est le savoir-faire qui est essentiel à leur fabrication. Au fur et à mesure de la maturation de ces technologies, la compétition va faire baisser les prix. Et vous allez voir une véritable explosion de ce type de produits dans le monde entier. Que tous ceux qui en ont besoin puissent avoir accès aux outils de cette nouvelle médecine n'est pas la moindre des promesses des nanotechnologies. Mais les chercheurs seront-ils suivis par leurs partenaires industriels et commerciaux dans leur volonté affichée de partager le plus largement possible les bienfaits de ces avancées? Voilà qui serait sans aucun doute une véritable révolution.